redémarre. Voilà. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Donc, bienvenue au Midi du Green Office, le numéro 10. Donc, c'est la 10e petite conférence sur le temps de midi qu'on organise avec le Green Office. Celui-ci est donc sur le thème du commerce équitable. Pour comprendre un peu, on en a tous souvent entendu parler, mais comprendre vraiment en quoi ça consiste. Et on a ici différents acteurs du commerce équitable qui vont nous en parler. Donc, on a 3 orateurs qui vont intervenir aujourd'hui. Pierre-Yves Brasseur, Cécile Henrard et Christophe Dehart. Merci beaucoup pour votre présence et je vous laisserai vous présenter chacun à votre tour quand vous prendrez la parole. La conférence d'aujourd'hui, donc le midi, il s'inscrit vraiment dans le programme d'engagement du Green Office, particulièrement dans le pilier sensibilisation. Et au Green Office, on essaye toujours de lier la sensibilisation à l'action pour installer rapidement une nouvelle culture de la durabilité. Et donc, ici, c'est vraiment l'engagement est proposé sur la consommation. Vous expliquez comment consommer plus durablement au niveau des produits exotiques qui sont souvent, qui peuvent être en tout cas labellisés Fairtrade ou autres, en tout cas commerce équitable. Donc pourquoi une nouvelle culture? C'est vraiment pour rechercher des effets leviers, pour que chaque membre devienne un citoyen de la durabilité et qu'ensuite ça devienne vraiment une mission professionnelle. Et les étudiants des universités, ça va devenir ça peut devenir des futures missions professionnelles et donc c'est important de les sensibiliser dès l'université dans leur parcours. Comment on installe cette nouvelle culture? En élevant la conscience de chaque membre et en faisant directement la différence par la mise en action concrète. Et donc, c'est pour ça qu'on dit toujours la sensibilisation à l'action. C'est que lorsqu'on sensibilise sur une thématique comme aujourd'hui le commerce équitable, directement à la fin de la conférence, on va vous proposer des actions pour directement mettre en pratique cette nouvelle sensibilisation. Tout ça permet d'augmenter la volonté des membres et par l'imitation sociale d'installer cette nouvelle culture. Hop. Donc, le thème du jour, c'est bien le commerce équitable. Vous pouvez retrouver sur le site internet les challenges concernant le commerce équitable. On n'en a qu'un pour le moment, mais on aimerait en créer d'autres où on vous parle surtout du café et du chocolat avec les différents labels qui existent. Pour moi, c'est bon. Je ne vais pas arrêter mon partage d'écran. Et Pierre-Yves, si tu es d'accord, tu peux démarrer ta présentation. Ok, c'est parfait. Voilà, tout le monde voit bien mon écran. Tout est Oui, ok. très bien. Parfait, parfait. Donc, tout d'abord, un grand merci au Green Office pour cette invitation. Ça me fait plaisir d'être ici, d'autant plus que cette intervention s'inscrit pleinement dans le projet qu'on a lancé en octobre 2022 dans le cadre de la semaine commerce équitable, qui est le projet Fairtrade Schools and Universities, donc, dont l'objectif est de créer des ponts entre le monde des entrepreneurs du commerce équitable et le monde académique et estudiantin. Donc, l'exposé que je vous propose aura la structure suivante. Tout d'abord, une brève présentation de la fédération. Je vais parler donc du secteur du commerce équitable en Belgique. Je vais parler donc au niveau du nord-sud et ainsi que du nord-nord. Ensuite, on va aborder la question des labels du commerce équitable en Belgique. Et enfin, je vais toucher un mot sur la charte internationale du commerce équitable. Donc, la Fédération belge du commerce équitable, dont le nom officiel est la Belgian Fairtrade Federation ou BFTF, elle a été créée en 2010. À la base, on était même situé, le bureau était à Liège. On a déménagé en 2020 pendant le Covid à Namur et on a un pied en région bruxelloise. On regroupe donc 40 acteurs du commerce équitable en Belgique. Qui ont des profils divers, donc notamment au niveau bien du secteur, c'est principalement le secteur alimentaire qui est représenté,
Mais il y en a d'autres, hein, comme le cosmétique, comme l'artisanat, comme le textile. Il y a également des établissements Horeca, donc on peut citer Osphère à Saint-Gilles ou Altérez-vous à Louvain-la-Neuve, hein, où on était. Altérez-vous, on était d'ailleurs hier dans le cadre de l'Assemblée générale de la Fédération. Voilà, il y a également des organismes qui sont spécialisés dans la labellisation, comme label Juste Producteur ou le label Fairtrade Belgium, hein, dont on va parler juste après moi. Et il y a aussi pas mal de membres qui sont actifs dans la sensibilisation. Donc, au niveau des statuts juridiques, la plupart, une bonne moitié de nos membres sont des coopératives, hein, le système coopératif qui a une philosophie qui est tout à fait analogue, semblable à la philosophie du commerce équitable. Il y a aussi plus ou moins 25% d'SBL et les autres 25%, ce sont des organisations avec des profils, des statuts juridiques plus conventionnels, je dirais, comme des indépendants, des SPRL ou des sociétés anonymes. Et au niveau de l'origine des produits, au départ, dans la fédération, il n'y avait que des membres actifs dans le commerce équitable nord-sud. Et depuis 2018, il y a pas mal de membres qui sont actifs dans le commerce équitable nord-nord également. Ce sont des concepts qu'on va voir dans quelques slides. À noter qu'il y a aussi pas mal de membres qui sont actifs dans les deux. Les missions de la fédération sont au nombre de 4. Tout d'abord, soutenir et développer le marché du commerce équitable en Belgique. On donne de la crédibilité à nos membres. Donc, pour devenir membre de la BFTF, ça passe toujours par toute une procédure d'adhésion. Chaque membre a le droit d'arborer ce visuel membre de la Fédération belge du commerce équitable. Voilà. Ce n'est pas un label produit, donc on ne peut pas le placer sur le produit, mais on peut le mettre sur le site internet et sur les autres supports marketing. En plus de la crédibilité, on offre de la visibilité à travers nos différents canaux de communication. Et enfin, on essaie bien de créer des opportunités commerciales à nos membres, comme l'organisation ou la co-organisation de marchés de commerce équitable, comme c'est illustré sur les deux images à droite. Deuxième mission, c'est la sensibilisation, c'est le fait de faire évoluer les modes de consommation à travers plusieurs canaux, que ce soit voilà, des prises de parole lors de webinaires comme je le fais actuellement. Ça peut être aussi des conférences, des séminaires, des prises de parole dans les cours, à travers des reportages. Hein. Depuis 2020, on en fait un chaque année à travers les réseaux sociaux. On peut aussi citer des stands de sensibilisation ou la confection de la réalisation de brochures. Troisième mission, c'est d'apporter une expertise sur le commerce équitable. Donc, un exemple, c'est la réalisation du guide des labels de commerce éthique et équitable il y a 2-3 ans. Un autre exemple, c'est l'organisation du baromètre de commerce équitable wallon en 2021. Et enfin, quatrième mission, c'est le fait de représenter le secteur, c'est de faire du plaidoyer politique. Soit en partenariat avec d'autres organisations qui sont actives principalement dans le plaidoyer. Et un autre exemple, c'est un événement que l'on souhaiterait organiser en mai au Parlement wallon, voilà, qui permettra de mettre le commerce équitable à l'honneur autour de la journée mondiale du commerce équitable. Il est à noter que BFTF est membre de l'Organisation mondiale du commerce équitable, la World Fair Trade Organization. Le bureau européen est basé à Bruxelles. Et c'est donc la WFTO qui a mis en place les 10 principes du commerce équitable. Je ne vais pas tous les expliciter, ça prendrait trop de temps. Mais voilà, on peut dire que le principe probablement le plus central est le numéro 4, hein, le prix juste. Qu'est-ce qu'un prix juste? C'est un prix qui est négocié de manière transparente entre le producteur situé en amont des filières de production et d'approvisionnement donc du nord ou du sud et son premier acheteur. C'est un prix qui permet au producteur donc de couvrir ses coûts de production, qui lui permet de s'octroyer un salaire, qui lui permet de vivre dignement lui et sa famille.
qui permet d'investir dans des projets sociaux et ou environnementaux et, si possible, d'épargner. Je vais aussi peut-être souligner le principe numéro 1, opportunité pour les producteurs désavantagés. Donc, c'est sûrement une des spécificités du commerce équitable, c'est que ça s'adresse exclusivement dans un secteur où les producteurs sont marginalisés et désavantagés. À côté de ça, comme vous le voyez, il y a d'autres critères qui ont des dimensions sociales ou environnementales, comme le critère numéro 10 lié au respect de l'environnement. Alors, quid du marché du commerce équitable en Belgique au niveau historique et au niveau de son poids économique? Donc, pour ce qui est du commerce équitable nord-sud, quel commerce équitable qui est à l'esprit en premier quand on parle de commerce équitable aux citoyens lambda. Il est apparu dans les années 70 en Belgique. Et la devise, donc, c'est le Trade Not Aid, le commerce par la charité. Donc, c'est vraiment l'idée d'utiliser le commerce comme un levier de développement. Au niveau des pionniers, le tout premier magasin à être apparu en Belgique, c'est un magasin Oxfam à Anvers en 1971. C'est pour ça que le réseau Oxfam Wereldwinkels est apparu à fêter ses 50 ans il y a 2 ans. En 1975, c'est l'ONG Miel Mayoning qui est apparu, qui va donc fêter ses 50 ans dans 2 ans. C'est un membre de la fédération. Voilà, Max Havelaar est apparu fin des années 80, en 1989, et est devenu Fairtrade Belgium, comme Cécile Henrard, qui me succédera, l'expliquera mieux que moi. Donc voilà, ces pionniers qui avaient un monopole, on va dire un oligopole au XXe siècle, ont vu émerger de nouveaux acteurs à partir des années 2000-2010 qui ont diversifié et enrichi le secteur du commerce équitable. Et c'est ce qui a donné lieu d'ailleurs à la création de fédérations du commerce équitable en Belgique, mais aussi dans d'autres pays. Donc, au niveau quantitatif, il est estimé par Enabel que la vente des produits de commerce équitable nord-sud en Belgique s'élevait en 2019 à 234 millions d'euros. Donc, ça représente une augmentation de 144% en 6 ans. Il est à noter que la grande majorité de ces chiffres-là sont liés au label, à des produits qui sont labellisés Fairtrade et que je parle sous contrôle toujours de Cécile Henrard de Fairtrade, mais le label Fairtrade School Ingredient étant apparu vers 2013, ça explique aussi cette forte augmentation des ventes de commerce équitable. Donc, au côté du nord-sud, il y a le commerce équitable nord-nord, qui est apparu depuis les années 2000 et plus principalement, je dirais, depuis les années 2010. Pourquoi? Parce que nos agriculteurs ont fini par être touchés par les effets de la mondialisation. Ils étaient obligés de vendre leurs produits au cours du marché mondial qui oscillait et qui pouvait atteindre des prix, des niveaux extrêmement bas, et si bas qu'ils étaient bien en deçà de leur coût de production. Un exemple tout simple, c'est l'exemple d'un maraîcher wallon. Pour produire 1 kilo de pommes, eh bien, ça leur vient à 50 centimes. Et si vous leur vendre à la criée sur le marché traditionnel, de leur vendre à un prix situé entre 20 centimes et 50 centimes. Donc, vous aurez compris que la plupart du temps, ils vont à perte. C'est le même pour le marché du lait, pour le marché de beaucoup de matières premières agricoles. Résultat des courses, c'est un déclin catastrophique du paysage agricole wallon. En 1990, il y avait 29 000 fermes. En 2016, on avait 12 870. Et actuellement, en 2023, il y en a plus ou moins 11 000 en région wallonne. Un événement souligné, donc, c'est la crise du lait en 2009, pour ceux qui s'en rappellent. Et le prix du lait avait atteint un niveau tellement bas que
Ça a suscité la colère des producteurs de lait qui se sont rassemblés à Sydney. 450 tracteurs sont réunis et ils ont déversé plusieurs millions de litres de lait. On a commémoré en 2019 les 10 ans de cette action. Et c'est suite à cette action, donc en 2009, qu'est née la coopérative Verkoop de la marque Verbel, qui est assez connue en Belgique. À côté de Verbel, de marques de lait qui sont à Paris, il y a d'autres acteurs du Nord-Nord qui sont apparus comme des coopératives de producteurs locaux. On peut citer Agricole Vert, du terroir, il y en a pas mal. Je crois qu'en Wallonie, Bruxelles, il y en a entre au moins 40-50 qui sont regroupés sous une plateforme qui s'appelle le collectif 5C. Il y a aussi des brasseries locales. Il y a notamment, pour citer les membres de la fédération, la brasserie coopérative liégeoise, la brasserie La Laisse. Et je peux aussi citer la brasserie Léopold VII qui a rejoint la fédération hier. Voilà. À présent, on va parler des labels présents en Belgique. Donc, à travers tout d'abord 5 questions. Tout d'abord, pourquoi existe-t-il autant de labels de commerce équitable sur le marché, ce qui s'appelle la jungle des labels, ce qui a tendance à embrouiller le consommateur. Tout d'abord, c'est pour des raisons historiques. Il faut savoir que chaque label est lié finalement à un secteur, à un mouvement, une philosophie. Certains labels sont issus du secteur du bio. D'autres ont été mis en place par des producteurs d'Amérique latine et d'autres, comme le Préjus Producteur, qui ont été créés par les agriculteurs wallons. Donc voilà, globalement, ce sont les mêmes valeurs, c'est la protection du producteur et c'est ainsi que la production, le respect de l'environnement. Mais voilà, les priorités ne sont pas toujours les mêmes, ni les manières plus techniques pour calculer le prix juste. Deuxième question, un produit non labellisé respecte-t-il forcément les principes du commerce équitable? La réponse est non, pas forcément. Il faut savoir qu'il y a des acteurs qui vont très loin dans les démarches éthiques, mais qui refusent de se labelliser pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une raison, c'est parce qu'ils font des ingrédients qui ne sont pas labellisables. C'est le cas de certains produits de niche. On peut parler, par exemple, des baies de goji, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le pricing list de certains labels. Il y a aussi certaines régions en fait, qui ne sont pas labellisables parce que certains organismes labellisateurs n'envoient pas d'auditeurs dans certaines régions pays assez reculés. Ça a un coût, les labels, ça dépend, un coût de licence qui est différent d'un label à un autre, mais voilà, ça peut certainement atteindre 1% du chiffre d'affaires, voire plus, pour certains labels. Ça demande de certaines charges administratives, donc voilà, une petite structure n'a peut-être pas le temps pour s'investir en temps, en énergie là-dedans. Il faut passer un audit, il faut remplir des formulaires. Certains aussi considèrent que ça n'apporte pas vraiment de plus-value marketing, comme des grands chocolatiers voilà, qui ont un bel emballage tout noir et ils ne voudraient pas se voir imposer un logo sur leur bel emballage. Puis certains ne sont pas d'accord avec la philosophie de certains labels, tout simplement. Troisièmement, est-ce qu'il existe des produits, des filières, des acteurs du commerce équitable qui vont plus loin que le cahier des charges des labels? Donc la réponse est oui. On peut différencier deux démarches. Tout d'abord, des organisations qui se limitent à faire le minimum pour remplir le cahier des charges du label auquel ils sont liés, et d'autres qui vont au-delà des exigences du label, des organisations de commerce équitable est au centre de l'activité. On peut citer par exemple Etica ou Belfast, et il y en a d'autres. Ce sont des organisations qui sont labellisées, mais qui paient par exemple un prix d'achat qui est supérieur au prix d'achat minimum qui est requis par le cahier des charges des labels auxquels ils sont liés. Donc, un produit labellisé équitable est-il forcément bio? La réponse est non. Cela étant, il est à souligner que le bio et équitable vont de pair. D'une part, parce que le respect de l'environnement fait partie des principes
des commerces équitables. D'autre part, parce que le fait de vivre dans un environnement sain où il y a pas ou peu de pesticides, ça a un impact sur la santé, donc les conditions de travail des producteurs. On prend l'exemple du textile, où il y a beaucoup de travailleurs, de cueilleurs de coton dans le marché conventionnel, qui souffrent d'importants problèmes de santé à cause de tous les produits chimiques assez agressifs qu'on utilise dans le secteur du coton. Autre anecdote, c'est plus de 50% des produits équitables sont bio. J'ai énuméré quelques labels, donc le label Prix Juste Producteur qui a été créé en janvier 2018 par le Collège des producteurs. Dans son cahier des charges, il demande qu'au moins 80% d'ingrédients soient équitables, ce qui est beaucoup si on compare avec le cahier des charges. C'est lié aux produits qui sont issus de l'agriculture et de l'horticulture. Le prix juste est calculé sur base d'une négociation transparente et sur une rémunération de minimum 10 € de l'heure. C'est du moins les informations, les données qui existaient il y a 2 ans. Je ne sais pas si ce chiffre de 10 € de l'heure a évolué depuis. Le label Fairtrade que je vais citer, étant donné qu'il y a une présentation Fairtrade juste après moi et que je vois que le temps tourne, je vais le citer en soulignant qu'évidemment, c'est le plus connu en Belgique, les études le prouvent. Ils ont changé de nom, avant ça s'appelait Max Havelaar, maintenant, dans certains pays, ça a changé de nom, comme en Belgique, ça s'appelle Fairtrade, en France, c'est resté Max Havelaar. Et de nombreuses catégories de produits sont couvertes. Ça, c'est un des avantages parmi d'autres de ces labels. Le label à fond noir et aussi le label à fond blanc, donc Cécile Henrard expliquera la différence. Il existe aussi le label producteur paysan, c'est un label producteur paysan qui mérite d'être énuméré. Il est né en 2004 au Mexique. Il est particulièrement exigeant, notamment parce qu'il est réservé aux petites structures, donc il y a une limite au niveau quantitatif. Par exemple, dans le secteur du miel, les coopératives apicoles ne peuvent pas dépasser plus de 500 ruches. Voilà, pourcentage minimum d'ingrédients équitables, 50%, ce qui est beaucoup dans le Nord-Sud. Puis, autre contrainte, chaque premier acheteur doit acheter au moins 25% de produits labellisés SPP dans tout son budget achat. Et en plus, il oblige qu'il y ait une labellisation bio qui aille avec. En Belgique, on le trouve quasi exclusivement que dans la marque étiquable, dans la majorité des produits étiquables. Aussi énuméré WFTO, comme je l'ai dit, c'est la fédération, l'Organisation mondiale du commerce équitable, mais qui a créé un label depuis 2013 qu'on peut mettre sur les produits. La différence avec les autres labels, c'est qu'il n'y a pas d'audit systématique sur chaque filière. Il y a des coups de sonde, il y a des audits, mais qui ne sont pas systématiques et pas sur tous les produits. C'est un label qui est réservé aux organisations de commerce équitable, qui met surtout en avant le fait qu'il y a une approche fondamentale liée au commerce équitable. Je vais aussi énumérer le label Fair for Life et Biopartenaires, qui sont aussi des labels français, que l'on voit souvent dans les magasins bio ici. Je crois que ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle, donc voilà, je vais encore souligner que nous sommes dans le projet Fairtrade Schools and Universities. Vous pouvez aller sur le site internet ftsu.be. Vous verrez d'ailleurs dans le onglet commerce équitable, levier du développement durable, eh bien, tout un parallélisme entre justement le cahier des charges de Fairtrade Belgium et les différents objectifs de développement durable. Si vous voulez en savoir plus sur le commerce équitable, un des meilleurs documents, c'est la Charte internationale du commerce équitable, donc, qui a vu le jour en septembre 2018, donc 3 ans, jour pour jour, après l'adoption des ODD. Donc, le but, c'est mettre en place, d'être créé un document de référence qui définit une vision commune pour atteindre les objectifs de développement durable. Vous pouvez le télécharger et le visionner sur ftsu.be. Et voilà, il dit ceci, je vais terminer là-dessus. Le mouvement du commerce équitable partage la vision des ODD quant à un monde durable dans lequel les gens peuvent échapper à la pauvreté et profiter d'un travail décent sans nuire aux écosystèmes essentiels à la planète et à ses ressources, dans lequel les femmes et les filles ont les mêmes droits et chances que les hommes. Merci pour votre attention.
Merci Pierre-Yves. Merci. Est-ce que Cécile, tu es prête à lancer ta présentation? Oui. Donc Cécile va nous parler du label Fairtrade en particulier. Voilà. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Ma présentation va se composer en deux parties. Donc, premièrement, je vais expliquer ce qu'on fait, nous, Fairtrade, en tant que label, et puis je ferai un petit focus sur le café spécifiquement. Comme ça, ce sera une belle entrée en matière pour Charles de Liégeois ensuite. Alors, qu'est-ce que le fair trade? Donc, ça rejoint ce que Pierre-Yves a dit juste avant, un trade not aid, donc le commerce, pas la charité. Fair trade existe vraiment pour offrir aux producteurs un cadre correct pour faire du commerce. C'est-à-dire qu'on veut vraiment leur donner les outils et le cadre pour pouvoir s'en sortir tout seul. Alors, sur quoi est-ce que nous, on travaille? Pour nous, c'est très important de mettre en avant la pauvreté. C'est-à-dire que la plupart des producteurs qui produisent ce qu'on consomme tous les jours vivent dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire qu'ils vivent avec moins d'1 dollar par jour. Et quand on vit avec moins d'1 dollar par jour, si vous avez fait un peu des études de psychologie, la pyramide de Maslow, il y a les besoins primaires. Tant que les besoins primaires ne sont pas couverts, c'est-à-dire la sécurité, manger, être en bonne santé, c'est très difficile de penser à demain, de penser à l'avenir. Donc, ça veut dire que cette pauvreté enclenche toute une série de problématiques. On ne mange pas correctement ni régulièrement. On ne sait pas s'adapter au changement climatique parce qu'on ne sait pas investir dans le futur. On remarque qu'il y a des grosses inégalités entre les hommes et les femmes ou que ça peut aller même jusqu'au travail des enfants. Donc pour nous, la pauvreté et donc la rémunération est vraiment la base de tout ce qu'on fait. Donc, les principes de Fairtrade sont basés, sont divers et variés. Première chose à savoir, c'est que le système Fairtrade est basé sur le co-ownership. Donc, ça veut dire que, je regarde si j'ai le slide, là ici, c'est-à-dire que tout ce qu'on décide au niveau de Fairtrade à l'international est fait avec et pour les producteurs. Et ça, vous voyez dans le schéma ici en haut à droite, les national, non, pardon, en haut à gauche, les produce networks. Donc, on a 3 réseaux de producteurs en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Et ces réseaux de producteurs représentent en fait la voix des producteurs au sein de notre conseil d'administration. Donc, chaque décision qui est prise sur nos standards avec l'accord et en concertation avec les producteurs. C'est ce qui fait vraiment la force de notre système. Ensuite, on est basé sur des standards. Ces standards, c'est vraiment très important. C'est le cahier des charges auquel et les producteurs dans le sud, mais aussi les entreprises dans le nord, pour le schématiser comme ça. Donc, c'est une checklist auquel les différents maillons de la chaîne doivent répondre. Ces standards sont basés sur 3 piliers. Il y a un pilier People, un pilier Planète et un pilier Prosperity. People Planet, je ne vais pas m'éterniser trop là-dessus parce que ce sont des éléments qu'on retrouve très régulièrement. Évidemment, on n'accepte pas le travail forcé, le travail des enfants, on veut une égalité des droits. Mais pour nous, ce qui nous différencie vraiment par rapport à d'autres labels qu'on peut voir sur le marché, c'est le 3e pilier, c'est le pilier économique. C'est-à-dire que chez Fairtrade, il y a 2 principes très importants, c'est le prix minimum Fairtrade et la prime Fairtrade. Ça veut dire que quand le prix du marché s'écroule, un producteur aura la certitude, quand il vend aux conditions Fairtrade, de vendre au prix minimum Fairtrade. Donc, il faut voir ça vraiment comme une espèce de filet de sécurité qui lui permet une certaine garantie de revenus. Donc, le prix minimum Fairtrade, il va directement au producteur. Ensuite, on a un autre mécanisme financier, c'est la prime Fairtrade. La prime Fairtrade, c'est un montant supplémentaire qui est payé au-dessus soit du prix du marché ou du prix minimum Fairtrade et qui reste au niveau de la coopérative. La coopérative, c'est aussi un élément et un principe important de Fairtrade, c'est que on demande à ce que les producteurs s'organisent en coopérative. Ils sont ainsi plus forts vis-à-vis de leurs clients. Ils peuvent aussi partager leurs expériences, leur manière de travailler, profiter aussi de la structure de la coopérative pour mieux s'organiser et être mieux formés. Donc, cette prime, c'est une prime
qui est non négociable. Ça aussi, c'est une grosse différence par rapport à d'autres labels qui ont parfois des primes, mais qui sont négociables. Et en fait, cette prime, qu'est-ce qui va se passer avec cette prime? C'est la coopérative qui va décider de manière démocratique comment cet argent va être dépensé. De manière générale, cet argent est dépensé dans des services à la communauté. Donc, par exemple, si on parle de cacao en Côte d'Ivoire, parfois ce sont des besoins très simplistes comme de l'eau, hein, pouvoir avoir un puits où l'eau arrive dans des villages reculés, mais ça peut aussi être l'achat de matériel pour la coopérative ou l'investissement dans des formations ou le paiement, parfois tout simplement aussi de certificats de naissance parce que ça a un certain coût et on remarque ça souvent en Afrique que ben, les enfants n'existent pas officiellement parce qu'ils n'ont pas de certificat de naissance et à partir d'un certain âge, quand on n'existe pas, on ne peut pas aller à l'école. Donc, parfois, ces besoins très simples ne permettent pas d'aller à l'école, par exemple. Alors, pour en revenir à ce schéma, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nos standards sont donc applicables pour l'ensemble des maillons de la chaîne, donc à la fois le tout premier maillon qui est le producteur, jusqu'au dernier maillon qui est la marque. Donc, par exemple, hein, dans le cas aujourd'hui, on va parler du café à Charles Liégeois. Charles Liégeois doit aussi faire en sorte de répondre aux standards Fairtrade qui sont spécifiques à son entreprise. Et Flowcert va auditer tous les maillons de la chaîne et les audite elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délégation à une tierce partie. Ce sont vraiment des membres de Flowcert qui vont faire les audits à la fois dans les entreprises dans le Nord, mais aussi auprès des producteurs dans les pays du Sud. Alors, le label Fairtrade, donc nous sommes à la base un label, donc une certification. Je reviendrai plus tard sur vers quoi on est en train d'évoluer. On restera évidemment un label, mais on évolue avec la réalité du marché. Et donc, on est un label que la plupart, si pas l'ensemble de vous connaissez. Et on a un niveau le consommateur connaît très bien notre label. Hein. On approche des 80%. Et si on compare à notre, on va dire, notre concurrent direct, on voit qu'on a une belle avance. C'est bien d'être un label connu, mais c'est aussi important d'être un label que le consommateur, dans lequel le consommateur a confiance. Et là aussi, on approche des 90%, ce qui est vraiment un chiffre très important. Et on voit aussi que la pénétration des produits Fairtrade est assez élevée, 83%. Ceci est aussi grâce au fait qu'il y a de plus en plus de produits certifiés et labellisés Fairtrade et que donc le consommateur, parfois même inconsciemment, achète des produits Fairtrade. Évidemment, on a aussi une grande communauté avec laquelle on échange. Et ça aussi, c'est un élément très différenciant par rapport à d'autres labels. C'est qu'on a vraiment un axe de plaidoyer, premièrement au niveau politique et auprès de la société civile, mais aussi un pilier de communication vers le consommateur final qui est essentiel. Parce que c'est bien d'avoir un label, mais il faut que le consommateur sache aussi ce qu'il y a derrière pour avoir confiance en ce label et l'acheter presque les yeux fermés. Si on regarde la performance de notre label par rapport je vous montre Rainforest Alliance parce qu'on peut le considérer comme notre concurrent principal, on voit que même si on regarde dans le cacao, qu'on a vraiment une très très grande avance par rapport à Rainforest Alliance. Et ça aussi, c'est grâce à justement cet axe de communication et de sensibilisation sur lequel on travaille énormément et sur lequel travaillent parfois moins les autres labels sur le marché. Alors, les deux labels, je pense que ça, c'était une des grosses questions d'aujourd'hui. Donc, historiquement, donc, on a ce label noir. Ce label noir, on l'appelle ATCB, hein, All That Can Be. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on parle plutôt café, mais j'aime bien utiliser la tablette de chocolat pour expliquer la différence entre ces deux labels. On va prendre une tablette de chocolat quelconque. Dans une tablette de chocolat, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient? Il y a du cacao, il y a du sucre, ça peut être du sucre de betterave, mais c'est aussi parfois du sucre de canne. Nous avons une certification pour le sucre de canne. Ça peut être de la vanille, ça peut être des amandes, ça peut être d'autres fruits secs qui se retrouvent dans la tablette de chocolat. Si vous voyez une tablette de chocolat qui porte le label noir, ça veut dire que l'ensemble des ingrédients pour lesquels il existe un standard Fairtrade
Ces ingrédients ont été achetés aux conditions Fairtrade, c'est-à-dire avec le prix minimum et la prime Fairtrade et l'ensemble des autres garanties qu'on retrouve dans le standard. Donc, le cacao, la vanille, le sucre et éventuellement des amandes. Donc ça, c'est le label historique qu'on a depuis 30 ou 35 ans. Et depuis 6, 7, 8 ans, je ne sais pas exactement, on a développé le label blanc. Pourquoi est-ce que ce label a été développé? Premièrement, il y a beaucoup d'entreprises, des grosses entreprises qui disent « Oui, on a envie d'être plus équitable, mais un surcoût du cacao, un surcoût du sucre, un surcoût de la vanille, ça commence à faire beaucoup. » Et souvent, les entreprises disent bah, « Non, on ne va pas le faire parce que bon, on veut bien être équitable, mais bon, ça coûte beaucoup trop cher. » Du coup, on a développé ce label et le label blanc avec la mention cacao est vraiment le plus répandu et c'est sur lequel on a aussi vu la plus grosse croissance en Belgique ces dernières années. C'est-à-dire que euh, au lieu de certifier et d'acheter l'ensemble des ingrédients aux conditions Fairtrade, on va se focaliser sur l'ingrédient principal d'une tablette de chocolat, qui est le cacao. Sans cet ingrédient, la tablette n'existerait pas. Et c'est aussi l'ingrédient dans lequel, dans la chaîne d'approvisionnement, il y a le plus de problématiques. Malheureusement, dans le cacao, si on va en Afrique de l'Ouest, on retrouve beaucoup de déforestation, du travail des enfants, des inégalités entre les hommes et les femmes. Et là, on a vraiment vu des entreprises, à la fois des marques comme Galeer, un beau fleuron liégeois, mais dernièrement aussi Guillian, les fameux fruits de mer en chocolat. Ils ont décidé, OK, on ne sait pas tout faire tout de suite, donc on va se focaliser d'abord sur le cacao et ça permet déjà d'avoir un pas en avant et d'avoir un très gros impact aux producteurs de cacao en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est la grosse différence. Donc le label noir, c'est que tout ce qui peut être certifié Fairtrade dans le produit est certifié Fairtrade. Le label blanc, on va se focaliser sur un ingrédient et il est aussi indiqué très clairement de quel ingrédient il s'agit. Donc ça, c'est la grosse différence entre les deux. Et ce label blanc nous a vraiment permis de convaincre des très grosses entreprises. Si on pense, hein, j'ai cité 2 marques nationales pour le cacao, mais par exemple, Lidl et maintenant aussi Aldi. Ils disent, OK, nous aussi, on doit faire quelque chose. On n'a pas beaucoup de références en magasin, mais chaque référence fait beaucoup de volume. Si on passe tous ces petits pourcentages de cacao en Fairtrade, on a aussi un impact considérable auprès des producteurs de cacao. Donc, on voit vraiment que ça nous a ouvert énormément de portes. Évidemment, nous, on va toujours essayer de pousser un maximum pour le label noir, mais le label blanc permet vraiment d'avoir une entrée en matière et d'avoir déjà un impact considérable. Donc ça, c'est la différence entre les deux labels. Je ne l'ai pas précisé précédemment, hein, mais Fairtrade, donc on est surtout actif dans l'alimentaire. Donc nos produits principaux sont la banane, le café, le cacao. On est aussi actif dans le sucre, un sucre de canne, mais on est aussi actif dans le coton et dans, aussi étonnant que cela puisse paraître, dans les fleurs. Mais je reviendrai là-dessus très brièvement plus tard. Alors, pour ce qui est du café, donc le café est un de nos produits principaux. Alors, le café au niveau mondial Fairtrade, donc on représente en fait au sein de Fairtrade, il y a 32 pays producteurs de café et près de 800 000 producteurs qui font partie du système Fairtrade et la très, très majorité vient d'Amérique latine et des Caraïbes. Et le reste, c'est aussi en Afrique. Hein, on a du très bon café, entre autres en Éthiopie. Et vous voyez ici, c'est des chiffres de 2019 que l'ensemble de nos partenaires café ont généré 84 millions d'euros de primes Fairtrade. Donc, je rappelle cette prime qui reste au niveau de la coopérative et qui est dépensée soit dans la coopérative, soit dans la communauté qui gravite autour de la coopérative. Alors, quels sont les gros challenges dans le café, hein? Le café, il faut savoir que le café ne peut pas être cultivé n'importe où, hein. Le café est cultivé dans ce qu'on appelle le bean belt. C'est une large bande tropicale qui ceinture la planète. Donc, ça doit vraiment être fait à une certaine latitude de la planète, mais aussi à une certaine altitude. Donc, ça demande quand même un certain climat et certaines conditions pour être cultivé.
Et le changement climatique, c'est un des gros enjeux dans le monde du café. C'est que, par exemple, maintenant, on voit qu'il y a du gel en Amérique latine, ce qui n'arrivait jamais. Et donc, ça demande aussi aux producteurs de s'adapter. Et parfois, ce qu'ils font, c'est que, ils ont besoin de plus d'espace pour cultiver leur café. Et ils vont aussi faire de la déforestation, par exemple. Et ça, c'est vraiment aussi un gros problème parce qu'on va s'attaquer en faisant de la déforestation, on s'attaque à la biodiversité et toute cette biodiversité est aussi importante pour les nutriments et la vie de l'arbre de café qui doit produire du café. Dans le secteur du café, il y a aussi des gros problèmes en termes de ce qu'on appelle living income et living wage. Donc, un living income, c'est un revenu décent. Un living wage, c'est un salaire décent. Donc, un salaire décent, on va parler là de saisonniers qui viennent aider lors de la récolte, qui sont payés au jour le jour, qui ne sont pas toujours déclarés et qui sont souvent payés pas très correctement. Ça aussi, ça entre en ligne de compte dans notre manière de travailler. Et le living income, c'est le revenu décent. Il faut voir ça comme un indépendant qui se verse un revenu de son travail. Et là, on remarque dans le café qu'il y a aussi des grosses inégalités entre ce qu'il devrait avoir comme revenu par rapport à leur coût de production. Et là, d'autant plus avec le Covid, on a vu une évolution vraiment dans le mauvais sens. L'égalité des genres, hein, il y a énormément de femmes qui travaillent dans le monde du café, hein, vraiment dans les pays producteurs, mais elles n'ont pas du tout les mêmes droits que les hommes. Et ça aussi, c'est un élément important pour nous, que ce soit dans le café ou dans d'autres commodités. On a par exemple le Women's School of Leadership qui a été initialement créé en Afrique de l'Ouest hein, pour les femmes dans le monde du cacao. C'est vraiment ces différents modules hein, où on leur apprend aussi leurs droits à prendre leur place au sein de la société et aussi à acquérir des connaissances qu'elles n'ont pas eu la chance d'acquérir parce que ce sont des femmes qu'elles ne sont pas allées à l'école, qu'elles se sont occupées des enfants. Et on voit qu'il y a vraiment un avantage à avoir des femmes dans la gestion des coopératives parce qu'une femme pense différemment d'un homme. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais il y a une vision différente de la gestion des choses qui peut vraiment faire avancer les choses dans le bon sens. Alors, à côté de tous ces défis que rencontrent les producteurs de café, il y a un autre défi, et c'est là où nous, Fairtrade Belgique, mais aussi mes collègues des autres pays, ont un grand rôle à jouer. C'est que sur le marché global, la production du café, c'est 10 000 millions de tonnes de café. Dans ces 10 000 millions de tonnes de café, il n'y a que 1000 millions de tonnes qui sont certifiées Fairtrade. Mais dans ces 1000 millions de tonnes de café, il n'y a que 25% qui est effectivement vendu aux conditions Fairtrade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les producteurs de café qui sont certifiés Fairtrade font un travail en lien avec les standards Fairtrade pour 1000 millions de tonnes de café, mais en fait, ils n'en récoltent les bénéfices que pour 25% de ce volume-là. Ça veut dire que l'impact de Fairtrade est dilué. Donc, à 25%, ils ont un revenu correct, ils ont une prime Fairtrade, mais pour les 75 autres ils ont fait exactement le même travail, mais ils n'ont pas droit à ces éléments financiers qui sont très bénéfiques. Et c'est là que nous, on entre en ligne de compte, hein, les organisations Fairtrade nationales, c'est à nous d'aller chercher des nouveaux partenaires, de convaincre des partenaires existants de faire plus, mais aussi d'engager des nouveaux partenaires à travailler avec nous. Si on regarde le café Fairtrade en Belgique, on a plus ou moins 3% de part de marché, donc 3% du café vendu en Belgique est Fairtrade. Ici, ce sont des chiffres de 2021, donc vous voyez une baisse. Hein. Malheureusement, le Covid est aussi passé par là parce qu'on a pas mal de références en grande surface. Hein. Vous voyez à gauche l'ensemble des marques avec lesquelles on travaille, que ce soit des marques qu'on appelle nationales ou aussi des marques qui vendent du café pour une consommation au bureau ou dans des espaces publics. On travaille aussi pas mal avec les distributeurs, donc un Lidl, Aldi, Carrefour, Delhaize, Colruyt par exemple. Et vous pouvez aussi trouver du café Fairtrade dans certains panos ou chez Dunkin' Donuts. Et on a aussi tout un programme qui s'appelle Fairtrade at Work. Donc, c'est convaincre les entreprises d'offrir du café Fairtrade dans leur bureau. C'est aussi un moyen pour les entreprises d'atteindre ces objectifs de développement durable. Et finalement, c'est un geste assez simple de changer le café qu'on propose en magasin.
Et donc là, pour répondre à ce problème que les producteurs de café ne vendent que en moyenne 25% de leur production aux conditions Fairtrade, c'est notre rôle, nous, entre autres en Belgique, de convaincre des nouvelles marques de travailler avec nous pour augmenter ce pourcentage. Parce qu'idéalement, les producteurs de café Fairtrade veulent vendre 100% de leur récolte aux conditions Fairtrade. Alors, je disais qu'on est à la base une certification, un label, mais on est en train aussi d'évoluer parce qu'on voit que les législations sont en train de changer. Et Rights and Environmental Due Diligence, donc c'est le devoir de vigilance sur les droits humains environnementaux. Et là, on voit qu'on a vraiment un rôle à jouer parce que de par la spécificité de nos systèmes qui est, on est en lien direct avec les producteurs, on peut aussi être ce lien entre les marques, on va dire, hein, dans notre cas, entre les marques en Belgique et les producteurs. Parce que maintenant, les entreprises sont de plus en plus aussi responsables de leur chaîne d'approvisionnement. Les entreprises ne peuvent plus dire, moi, je ferme les yeux, c'est mon fournisseur qui n'a qu'à s'occuper et mon fournisseur n'a qu'à demander des comptes à son fournisseur, etc. Non. Maintenant, une marque est responsable de l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement et nous, on peut vraiment jouer un rôle là-dedans. Et je vais terminer par ça, c'est qu'on a développé et lancé en janvier ce qu'on appelle le Fairtrade Risk Map, qui couvre plus d'une centaine de pays et pas encore toutes les commodités dans lesquelles on est actif, mais déjà une grande partie. Et là, je vais vous montrer juste quelques exemples. Donc, on voit les pays qui sont concernés par notre Fairtrade Risk Map. On peut savoir spécifiquement, en fait, il y a deux axes. Il y a un axe commodité. Donc ici, par exemple, on peut voir spécifiquement sur le café quelles sont les grosses problématiques sur le café avec un peu d'explication. Et puis, on peut aller aussi voir par pays. Hein, par pays. Donc, par exemple, en Éthiopie, quels sont les gros sujets problématiques? Et si, par exemple, hein, Charlie Liégeois dit, moi, j'ai du café en Éthiopie, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer la situation là-bas? Ben là, nous, avec cet outil, on peut vraiment collaborer et apporter énormément de connaissances à nos partenaires pour pouvoir aussi faire en sorte que leur chaîne d'approvisionnement soit la plus transparente possible et qu'on puisse travailler ensemble à améliorer les choses qui ne vont pas si bien que ça. Donc, en résumé, donc Fairtrade, c'est un système international. Hein, on est présent dans énormément de pays. On est le seul programme de certification qui ose parler du prix. Ça reste toujours un sujet tabou, mais on est convaincu que sans parler de prix et de rémunération, on ne sait pas sortir les producteurs de la pauvreté. On est présent dans le sud avec nos réseaux de producteurs. Je ne me suis pas éternisée sur le sujet, mais on est extrêmement présent et on accompagne les coopératives. Et on est aussi un label qui est très connu dans le sud. Et toute dernière chose, un appel à l'action de votre côté. Donc, si vous voulez faire une différence, vous pouvez consommer des bananes Fairtrade. On en trouve partout, dans toutes les grandes surfaces. Du café Fairtrade, du chocolat Fairtrade, du coton Fairtrade. Si vous faites partie d'une association et que tous les ans, vous achetez des nouveaux polos ou des nouveaux t-shirts, pensez à les acheter Fairtrade. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Pensez aussi aux roses Fairtrade que vous pouvez trouver aussi chez Aldi. Donc voilà, c'était la partie de la présentation. Merci Cécile. Christophe revient pile à temps. Tu peux partager ton écran. Oui, désolé, je ne sais pas. Pas de souci. C'est passé. C'est à toi. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je me présente Christophe Dehar. Je suis marketing manager chez Charles Liégeois, anciennement Café Liégeois, depuis une quinzaine d'années. Mais je les accompagne depuis plus de 20 ans dans le développement de l'identité de la marque et sur pas mal de projets. Et celui-ci en est un important. Donc, tout ce développement autour du café labellisé Fairtrade, et je vais vous raconter un petit peu cette histoire, ce qui confirmera certains propos et de Jean-Pierre et de Cécile. Voilà. Alors, la première chose, c'est Café Charles Liégeois est une société familiale, donc torréfaction familiale. Notre métier, c'est d'acheter du café vert et ensuite de le torréfier pour le commercialiser essentiellement ici en Belgique, mais aussi à l'étranger. C'est une société qui a été créée par Charles Liégeois, le papa de
Benoît et Michel, qui sont aujourd'hui les deux CEO de l'entreprise. Alors, un café de saveur et de valeur. On a constaté avec toutes ces années, évidemment, que le café pouvait laisser un goût amer, que ce soit vis-à-vis des producteurs, mais aussi vis-à-vis vis-à-vis de la planète. Et donc, pour Charles Liégeois, il était primordial que tout le monde puisse savourer un café généreux. Alors, généreux, ça veut dire quoi? Ça veut dire trois choses. C'est être généreux vis-à-vis du goût, évidemment, puisque ça, c'est notre expertise, c'est dans la sélection des grains que nous avons. L'assemblage, puisque la plupart des cafés que l'on va consommer sont un mélange de différentes origines, donc ça permet d'aller chercher les saveurs qui nous caractérisent et qui nous ressemblent. C'est aussi être généreux vis-à-vis des personnes, alors que ce soit évidemment chez nous en interne, mais aussi chez les producteurs. Michel et maintenant, quant à son fils, font pas mal de voyages, et c'est grâce à ces voyages que la démarche Fairtrade s'est installée dans l'entreprise. Ça permet aussi de partager toute cette connaissance avec les collègues ici en interne, puisqu'on a lancé, je reparlerai plus tard, une académie sur le café. Le troisième pilier qui est important pour la marque Charles Liégeois, c'est être généreux vis-à-vis de la planète. Tout ce pilier-là va être développé, je vais vous l'expliquer plus tard dans la présentation, mais c'est évidemment, on ne peut pas aujourd'hui envisager un produit sur le marché sans envisager ses conséquences au niveau environnemental, évidemment. Donc, ça fait plusieurs années, et grâce au lancement de la gamme dont je voulais vous parler, que nous avons eu un point d'intérêt particulier sur ce point-là. Alors, l'origine de cette démarche, des cafés labellisés Fairtrade, s'est effectuée il y a quand même pas mal d'années par Michel, quand il a repris en main l'achat du café vert. Donc, c'était son père qui, à l'époque, achetait le café vert sur les marchés internationaux. Et puis, Michel a repris la main sur ses achats dans les années 90. Et en 2000, il a eu un contact avec Max Havelaar qui lui a expliqué tous les principes et l'intérêt de pouvoir acheter des cafés labellisés. Il a commencé à en acheter pour notre marché Horeca particulièrement. Ça s'est étendu. Et lors d'un voyage qu'il a fait en 2005 avec les gens de chez Fairtrade, il s'est rendu compte vraiment de l'impact que ça avait chez les producteurs. Il a fait un voyage et il a visité des coopératives qui n'étaient pas sous le label Fairtrade et puis des coopératives qui l'étaient. Et pour lui, c'était vraiment flagrant. Donc, c'est vraiment ça qui a décidé Michel à investir davantage et à proposer davantage des produits labellisés Fairtrade. Alors, l'acheter, c'est bien. Maintenant, voilà, ce qu'on souhaitait aussi en 2008, et c'était un des premiers projets sur lesquels j'ai pu participer, c'était de faire évoluer cette démarche et d'en faire un vrai label chez nous, donc d'en faire vraiment une gamme à part entière qui soit et labellisée Fairtrade et labellisée bio, parce que pour nous, ça va de soi. Comme Cécile le disait tout à l'heure, ou Jean-Pierre, je ne me souviens plus. Les cafés qui sont sous le label Fairtrade sont quasiment, je vais dire à 100%, ce n'est pas tout à fait 100%, mais quasiment automatiquement en bio, puisque dans leur charte, les cafés doivent respecter tout l'aspect environnemental. Donc pour nous, il était essentiel que ces cafés-là portent le double label. En 2008, on a créé la gamme Mano Mano, donc de ces cafés labellisés 100% bio et Fairtrade. Et peu de temps après, Michel a eu l'occasion par hasard de rencontrer deux personnes. La première, c'est Jean-François Bavet, qui est le responsable, qui a lancé une petite ONG, si on veut, une ASBL, qui soutient des communautés au Chiapas. Donc, c'est une des régions du Mexique. Et la deuxième personne que Michel a rencontrée, c'est un certain Michel Verwilgen, qui est revenu d'Afrique suite au trouble en 94, et qui s'est dit qu'il allait créer une ASBL pour soutenir les populations là-bas. Et il nous a contactés parce que dans les revenus qu'ils pouvaient espérer de leur travail, il y avait évidemment le café. Donc, ces deux voyages-là ont confirmé à Café Liégeois l'intérêt de pouvoir avoir ces démarches Fairtrade. Et pour ne pas s'en suffire, on a décidé de créer deux gammes spécifiques, une qu'on appelle Chiapas et une Kivu, donc c'est cette région d'Afrique, sur lesquelles, au-delà de payer la prime Fairtrade et bio, on s'est engagé à reverser 20 cents du kilo de notre bénéfice
à ces deux ASBL-là. Ça leur permet de pouvoir, sur le terrain, avec les coopératives, évidemment, supporter différents projets. Alors, ces projets sont évidemment divers. Hein. Ici, on voit au Chiapas, mais ça peut être l'achat simplement de dés pulpeuses qui vont permettre aux producteurs de nettoyer la cerise de café pour en retirer les grains, mais aussi des outils ou alors des dalles de séchage, parce que ce café, une fois qu'il a été nettoyé et dépulpé, ils ont besoin de le faire sécher avant de pouvoir l'emballer et l'expédier vers nos continents. Ça, c'est des exemples de ce qu'a pu permettre de financer cette prime. Alors, grosso modo, ces primes, annuellement, elles vont être aux alentours de 5 à 7 000 euros. Alors, ça peut paraître assez dérisoire à notre niveau d'Européens, mais là-bas, évidemment, ça change tout. Ça permet vraiment d'envisager des projets importants. Alors, au niveau du Kivu, là, on a participé au financement, par exemple, vous voyez ici à gauche, une station de lavage, puisque la plupart des cafés sont des cafés, ce qu'on appelle lavés. Donc, on va les faire tremper dans des grands bassins pour les trier, les filtrer, les nettoyer pour que ce grain arrive chez nous propre. Il y a aussi l'investissement, enfin le financement de tables de séchage, comme vous voyez en haut à droite. Voilà, ce sont toutes des petites choses qui leur permettent évidemment d'améliorer la qualité des produits qu'ils proposent, pour lesquels on en tire évidemment du bénéfice et qui nous permettent de les mettre sur le marché. Ce sont des cafés qui sont en général exceptionnels et qui sont produits dans les collines, dans les montagnes, mais pas du tout dans le cadre de grandes coopératives comme au Brésil. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très différent. Et le troisième projet, en fait, que on n'a pas un café dédié particulièrement, mais dans lequel nous on est engagé, c'est un projet avec SOS Fin, où là, on participe chez les producteurs de café de Bolivie, mais on participe à des programmes éducatifs. Et donc, ce sont tous des projets de lancement de micro-sociétés sur différents canaux, différents secteurs d'activité qui ne sont au-delà du café, mais le café est la base de la récolte de fonds pour lancer ces petites entreprises. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on fait, les choses auxquelles on participe dans les pays producteurs. Évidemment, alors c'est bien beau de se dire, et ça peut-être on pourrait dire que c'est même un peu facile peut-être de se dire, ben voilà, on achète des cafés labellisés Fairtrade et quelque part, ben, ça nous donne une belle image et ça nous permet de se dire, ben voilà, on fait bien notre travail. Mais le but n'était pas de s'arrêter là, évidemment, parce qu'on a pris conscience dans les années en 2008, quand on a réfléchi à cette création de gamme Mano Mano, on a pris conscience aussi de l'impact qu'on avait chez nous, évidemment. Alors, ça peut paraître aujourd'hui aussi peut-être anecdotique, pour tous les cas, se dire, enfin, comment est-ce qu'on n'y a pas pensé pas plus tôt? Mais c'était de se dire, ben, simplement, dans notre entreprise, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue environnemental? On a fait des éco-cartes pour regarder un petit peu dans l'entreprise réellement ce qu'on laissait, ce à quoi on n'était pas attentif en termes d'environnement. Ça peut être simplement une lampe, un néon qui clignote, qui use de l'électricité sans être bien branché. Ça peut être simplement un robinet qui coule, une fuite d'eau, etc. Donc, on a fait toutes des éco-cartes. Ensuite, on a voulu aller plus loin, donc on a réalisé notre premier bilan carbone en 2009. Aujourd'hui, on va bientôt entamer le 4e bilan carbone. Donc là aussi, on est une des rares entreprises en Wallonie à être proche de ce point d'attention. Après, on a travaillé sur le tri des déchets. Ça peut être aussi l'énergie, évidemment. On a réfléchi aussi à nos emballages au niveau des cafés. Aujourd'hui, on n'est pas encore à 100% dans des emballages qui soient recyclables, mais on y travaille tous les jours. On a aussi travaillé beaucoup sur le développement de ces gammes de café bio et Fairtrade. Vous voyez l'évolution qu'on a eue en 2007 et aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus ou moins à 422 tonnes de café labellisé bio et Fairtrade. Voilà. Alors de tout ça, en fait, c'était en 2008, on a lancé donc cet éco-team qui nous a permis d'étudier tous ces points d'attention-là. Et aujourd'hui, on a restructuré cet éco-team sur base des ODD que vous connaissez bien. De ces ODD, nous en avons retiré 4. Le premier, c'est le santé bien-être. Donc là, c'est forcément un point d'attention qu'on a mis et qu'on a structuré autour des collaborateurs, des collègues, pour faire en sorte que
ce travail soit optimisé et soit le plus agréable possible dans l'entreprise. Évidemment, il y a toujours des choses qui le sont moins, mais on a un point d'attention particulier sur ce point-là. Le deuxième, c'est l'éducation de qualité. L'éducation de qualité, le meilleur exemple que j'ai, c'est évidemment par des formations qu'on a fait au niveau international sur le café, on a ramené, on a élaboré des cursus spécifiques sur le café avec différentes matières. Vous voyez 5 matières qui sont le café vert, la torréfaction, le sensory, donc vraiment la dégustation, les senteurs et arômes du café, le slow coffee et le service du barista, donc c'est ce barman du café qu'on a dans l'Oreca. Et donc ces cours-là, on les dispense, on a commencé à les dispenser il y a 2 ans ici en interne auprès de tous les collègues, quel que soit le service dans lequel les collègues travaillent, que ce soit à la vente, mais aussi à l'administratif. On a souhaité à ce que tout le monde puisse y avoir accès et que chacun dans son travail se rende compte de l'intérêt du geste qu'il va poser autour du café. Et voilà, et un petit peu quels sont les points d'attention à donner au café pour qu'au final, nos clients, dans leur tasse, aient un produit de qualité. C'est l'éducation. Ça va au-delà de ça, évidemment. Hein. On a aussi tout un programme d'éducation, chacun dans son métier plus spécifique, que ce soit la compta, que ce soit à la vente, etc. Enfin, voilà, ça ne se limite pas à ça, mais pour nous, c'est quand même un des points d'attention les plus hauts, je veux dire, au niveau de l'éducation. Le 9, c'est industrie, innovation, infrastructure. Forcément, nous sommes une entreprise commerciale qui conditionnons pas loin de 5000 tonnes de café, donc on a une industrie malgré tout importante. On a optimisé certains outils comme ici, le robot, des robots qu'on a mis pour éviter la pénibilité, parce que constituer des palettes, comme vous voyez là, évidemment, ce n'est pas super excitant. Donc, voilà, on a essayé d'optimiser un petit peu tous les flux aussi au niveau de l'entreprise, au niveau de la qualité des produits qu'on propose. Et le dernier, c'est ce qui nous ramène un peu au thème du débat d'aujourd'hui, c'est consommation et production responsable. Donc, c'est tous les points d'attention que je vous ai montrés ici auparavant, au niveau des énergies, etc., ou des emballages. Mais l'objectif qu'on poursuit ici, dans le cadre des ODD, c'est de se dire, en 2030, on souhaiterait que tous les produits issus de la marque Charlie et Joie soient bio et fair trade. C'est un travail de longue haleine parce que on pourrait se dire, c'est facile, il suffit simplement de changer les mélanges et d'acheter du café bio et fair trade. Mais encore faut-il pouvoir, le fait de supporter cette prime qui fait en sorte que le café est plus cher, évidemment, et pouvoir aussi convaincre nos consommateurs sur tout l'intérêt de la chose. Donc, on s'est donné quelques années pour y arriver. On y travaille très régulièrement. Nos ventes des cafés labellisés, aujourd'hui Fairtrade, sont en progression chaque année. Donc, je pense que le travail qu'on effectue va dans le bon sens. Mais il y a encore du chemin, il y a encore des choses à effectuer. Voilà, ça, c'est vraiment l'objectif à moyen terme. Voilà, c'est comme ça que je termine ma présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis disponible. Voilà. Merci. On disait que la présentation était vraiment très, très, très belle et qu'elle donnait envie. Merci. Je vais vous repartager mon écran pour terminer la conférence. Donc maintenant que vous avez été sensibilisés à tout ça, que vous avez eu le retour de 3 acteurs différents sur le commerce équitable, on vous invite à passer donc à l'action. Comme je vous disais en début de conférence, on dit sensibilisation à l'action. Donc nous, on a le Green Office à l'Université de Liège, on a une plateforme qui s'appelle Alaya. On est déjà plus de 2800 étudiants et membres du personnel à y être inscrits et à participer à des challenges pour changer nos habitudes du quotidien, pour les rendre plus durables à différents niveaux. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à y aller et à réaliser les challenges, particulièrement ici liés à la thématique du jour. Il y a le challenge qui s'appelle « Consomme les produits exotiques durablement » et donc faire attention à tout ce qui est les labels des produits du cacao, du chocolat principalement, le café et le chocolat dont on parle principalement dans ce challenge, mais aussi tous les autres dont Cécile et Christophe et Pierre-Yves ont parlé.
Donc, voilà, un challenge, une première action à mettre en place, si vous voulez dès maintenant agir. On vous remercie beaucoup pour votre participation. Oui, oui, on vous remercie beaucoup pour votre participation et on va être, ici maintenant disponible, un bon quart d'heure, si vous avez des questions ou des remarques, pour en discuter avec nos experts. N'hésitez pas à prendre directement la parole, ce sera plus facile. Personne? C'était si clair? Dans les participants, personne n'a rien à dire? Cécile? Oui, moi, je voudrais d'abord vous remercier. Il y a un écho. Laura. On est dans le même bureau avec Laura, donc je voudrais vous remercier les orateurs, remercier également les participants. Moi, j'ai une question. Il m'avait semblé que j'avais vu qu'au niveau de la communauté européenne, ça bougeait pour quelque part que ces enjeux-là deviennent presque une obligation quelque part. Et alors, est-ce que c'est des vieux pieux? Est-ce que ça se met vraiment en place? Et comment, comment ça fait écho chez vous? Enfin, moi, voilà, je l'ai entendu il y a peu de temps et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. Moi, je vais bien peut-être intervenir au Oui. nom de Fairtrade. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est ce que je mentionnais tout à l'heure hein, avec le HRIDD et le devoir de vigilance. C'est que maintenant, il y a effectivement je ne suis pas une experte en la matière, hein, mais il y a effectivement des discussions au niveau de l'Union européenne pour faire un projet de loi ou peu importe comment ça va s'appeler pour responsabiliser les entreprises et qu'elles agissent aussi et qu'on ne remet pas la responsabilité sur son fournisseur qui lui remettra la responsabilité sur son fournisseur et qu'au final, c'est le producteur au début de la chaîne d'approvisionnement qui a toute cette charge sur ses épaules, mais vu qu'ils ne gagnent pas décemment leur vie, ils ne savent pas mettre en place des mécanismes d'adaptation. Donc ça, je sais que c'est en discussion. Bon, après, on sait tous que ce pas des décisions qui sont prises du jour au lendemain. Je sais aussi qu'au niveau belge, il y a des discussions et que la Belgique voudrait aussi mettre en place un projet de loi avant l'Europe, hein, en sachant que l'Europe, ça viendra plus tard. Mais donc, il y a énormément de choses qui bougent. On n'y est pas encore. Mais nous, on part du principe qu'on doit déjà accompagner les entreprises qui ont déjà envie de faire ce pas et n'ont pas envie d'attendre d'être obligés de le faire, hein, comme avec Charles le Liégeois, où là, on a déjà des discussions à voir comment est-ce qu'on peut les accompagner et les aider pour mettre en place ce processus-là, parce que c'est vraiment important d'avoir une responsabilisation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et pas de se dire, oh là là, en Éthiopie, c'est la galère. Hein. Je vous ai montré sur le slide toutes les problématiques qu'il y a là. C'est trop la galère. Moi, je vais surtout aller acheter mon café dans un autre pays et je ne vais pas travailler avec l'Éthiopie. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit éviter parce que ça ne va pas vraiment aider, aider le cas des producteurs dans ce pays-là. Et c'est ce qu'on veut éviter, nous, hein, c'est le cut and run, c'est j'arrête, je vais voir ailleurs. Et donc, on essaye, nous, déjà, en tant que Fairtrade, d'être déjà très proactifs et de ne pas attendre que cette loi tombe et d'accompagner les entreprises dans ce sens-là. Mais à terme, parce que c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, il y aura effectivement des réglementations que les entreprises devront suivre. Donc, voilà, si j'entends bien ce que tu dis, Cécile, c'est qu'il y a un risque aussi avec cette loi-là d'avoir ces effets où quelque part l'entreprise est obligée, où elle sent que c'est compliqué, et du coup elle laisse tomber ceux qui sont dans des difficultés profondes. C'est ça, le risque? Ah oui, il y a toujours un risque. Hein. Il y a des entreprises qui préféreront ne pas devoir frayer avec des pays comme ça. Mais si on est très honnête, peu importe la commodité, dès qu'on va dans un pays du Sud, il y a des problèmes partout. Certains pays sont beaucoup plus problématiques que d'autres, mais en fait, chaque entreprise est confrontée à une chaîne d'approvisionnement problématique. Et c'est pour ça que nous, on existe aussi, c'est qu'on peut accompagner les entreprises avec notre proposition de labellisation et on peut même aller plus loin que ce qu'on offre au sein du label. Mais ce qu'on doit surtout éviter, effectivement, c'est que les entreprises se disent je vais surtout pas traîner dans tel pays parce que c'est beaucoup trop problématique. Mais il y aura un autre problème ailleurs de toute façon, donc autant prendre le
cornes et d'y travailler avec des organismes qui sont actifs sur le terrain. Moi, j'avais une petite question aussi. En fait, je voulais savoir comment est-ce que vous pouviez nous aider pour reconnaître les faux labels, en fait. Il faut juste garder le label Fairtrade, je dirais. Non, mais après, je pense que Bonne réponse. les différents labels que Pierre-Yves a mentionnés, ce sont des bons labels et ils ont chacun un focus différent. Je pense qu'il faut plutôt prendre un produit qui a un label qu'un produit qui n'en a pas. Et si vous suivez la ligne directrice de Pierre-Yves, qui lui va plus loin, évidemment, je vais vous dire que le mieux c'est le mien, mais ce serait mentir aussi. Il y a d'autres alternatives qui sont aussi très bonnes. Mais peut-être justement d'éviter de prendre un produit qui n'a pas de label. Prendre un chocolat où il n'y a pas de label, c'est vous assurer quasiment d'avoir du travail d'enfant entre les mains. C'est pas très comique à dire, mais c'est la réalité. Ok, donc c'est plus se concentrer sur ceux qui sont déjà assez visibles, quoi. Ouais. Dans le Voilà. challenge, justement, Constance, si je peux rebondir là-dessus, dans le challenge que j'ai montré qui est sur Alaya, on parle des différents challenges qui existent et dont certains qui sont un peu autoproclamés par certaines marques, mais qui ne sont pas du tout certifiés, etc. Donc peut-être que tu peux avoir déjà quelques exemples des faux labels, comme tu disais, qu'il faut mieux éviter, même si je pense qu'ils sont quand même déjà mieux que s'il n'y en avait pas du tout. Mais comme disait Cécile, c'est quand même déjà un label en soi. Mais voilà. Ok, merci. Si je peux me permettre, Oui, on a à l'époque, en 2008, on a refait le tour, donc on était affilié Max Havelaar, hein, on l'est depuis 2000, ça fait 22 ans qu'on est affilié à Max Havelaar. Alors en 2008, quand on a voulu lancer donc, cette nouvelle gamme de cafés labellisés, on a refait le tour de tous les labels. Et vraiment, il était sans commune mesure que Fairtrade avait un des points qui nous intéressait et qui nous semblait le plus probant, c'était simplement que le producteur touche un revenu décent. Et celui-là était vraiment, et quasiment, je vais dire, dans les labels internationaux, le seul qui le garantit. Non, Pierre-Yves pourra peut-être compléter ce que je dis, mais J'ai pas mal de choses à dire. Enfin, tout d'abord, pour répondre à la question de base, comment est-ce qu'on peut reconnaître un label fiable d'un autre? Donc, il y a le guide des labels qui a été, comme je l'ai dit, rédigé par la Fédération belge du commerce équitable. Vous pouvez le visionner sur bftf.be et sur ftsu.be. Il y a aussi un guide plus complet, plus lourd, plus technique, mais plus intéressant. Donc, c'est le guide international des labels qui a été réalisé par un consortium de Français, d'Allemands, d'Américains notamment. Donc, c'est un outil très précieux. Voilà, la question de la non-labellisation, dont j'ai touché un mot, enfin, je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait que quand un produit n'est pas labellisé, d'office, voilà, il y a du l'esclavagisme derrière et une démarche non vertueuse, parce que certains font le choix de la non-labellisation. On peut parler du bin to bar, voilà, il y a des acteurs qui respectent l'environnement, les travailleurs, autant que les produits labellisés. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de label, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas d'auditeur externe derrière. Voilà, et je voudrais aussi quand même mettre en avant le label SPP, voilà, qui me semble être un bon label où il y a un prix minimum, où il y a une prime également. Voilà, donc, j'entends qu'il n'y a pas de prime autre part, voilà, comme certains labels qui ont aussi des démarches qui sont proches de celles de Fairtrade. Voilà. Et de toute façon, chaque label, je parle des labels fiables, chaque label, encore une fois, c'est qualité, c'est défaut, de toute façon. C'est toujours difficile. Et c'est même impossible d'avoir un label qui cocherait les cases, toutes les cases, parce qu'à ce moment-là, on se retrouverait avec un label qui serait tellement contraignant qui ne serait pas viable sur le plan économique. Et ça, les produits ne se vendraient pas, donc l'organisme labellisateur ne serait pas d'argent pour survivre, pour payer les auditeurs, les juristes, la communication, tout le personnel, et ça n'irait pas. Voilà les éléments que je voulais mettre en avant.
Il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a encore des questions? J'ai mis en commentaire sur le chat donc le guide des labels, le lien directement pour le retrouver si ça vous intéresse d'aller le voir. S'il n'y a plus de questions ni de remarques, on va clôturer. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à Cécile, Christophe et Pierre-Yves pour votre présentation et votre expertise et vos explications. C'était très, très clair et c'était vraiment chouette à suivre. Donc, on vous remercie pour cette chouette conférence et à bientôt tout le monde pour la prochaine qui reviendra sûrement bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci pour l'invitation et bonne Saint-Valentin à tous. Merci. Merci. Avec des roses et du chocolat Fairtrade. J'allais le dire. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.